Merci à tous, à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce Food Talk, le deuxième de notre série. On va passer une petite heure ensemble avec nos trois intervenants. On mène ces Food Talks en partenariat avec Crélan et Groupe One, avec qui on travaille maintenant depuis 4 ans pour identifier, pour accompagner, pour financer et pour faire connaître ensemble des projets dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Notre objectif commun, c'est de stimuler et d'accompagner des projets d'entrepreneuriat durables et locaux. Chaque année, on illustre cet engagement par un appel à projet qui permet à 5 lauréats de bénéficier d'un coup de pouce financier de la part de Crélan et d'un coaching en entrepreneuriat de la part de Groupe One. De notre côté, chez Mimosa, on accompagne tous les projets à lancer une collecte de financement participatif. C'est notre métier depuis maintenant 5 ans et ça nous a permis d'accompagner 3500 porteurs de projets et de collecter 35 millions d'euros. Cette année, on avait souhaité faire davantage connaître le dispositif, car il y a urgence à soutenir des nouveaux projets à portée sociale et environnementale. Et du coup, on a voulu donner la parole à celles et ceux qui portent ces projets et à celles et ceux qui les accompagnent au-delà de Mimosa et qui sont partenaires avec qui nous travaillons quotidiennement. Donc un grand merci à nos intervenants d'avoir bien voulu se prêter au jeu. On va faire ça à tour de rôle pour les besoins du live et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Je les relayerai à nos intervenants. Alexandre, on va commencer par toi du coup. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter en quelques mots l'activité de Groupe One? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Groupe One, c'est une structure assez large. On est une cinquantaine de collègues à œuvrer tous ensemble sur une thématique qui est la transition vers une économie plus durable au travers de missions comme les formations, la sensibilisation dans les écoles, la recherche et l'innovation, mais aussi et surtout, pour ce qui nous concerne ce soir, l'accompagnement des porteurs de projets dans leurs différentes étapes préparatoires à la création de leurs projets indépendants. Donc, on accompagne environ la création de 150 nouvelles entreprises par an, principalement toutes basées sur des principes de durabilité. On accompagne également aussi pas mal de campagnes de crowdfunding, environ une cinquantaine par an, pour un taux de réussite de 96%. Donc, on constate de plus en plus que le crowdfunding est un outil pertinent dans l'accompagnement des porteurs de projets. C'est une des sources de financement, mais c'est un peu plus qu'une source de financement, c'est aussi un outil de marketing intéressant. Ça génère de la visibilité, ça permet aux porteurs de projet de préparer sa communication à l'avance par rapport à son lancement au moment de l'inauguration. Donc, il y a une forme de maturation qui est déjà là au moment de l'ouverture du commerce ou du lancement du concept. Et donc, il y a différents outils de financement. Donc, on va accompagner également aux prêts, aux crédits bancaires classiques ou alternatifs, aux différents microcrédits. On va également amener les porteurs de projet à aller décrocher certaines primes ou certaines aides publiques qui sont souvent méconnues malheureusement, mais qui sont de réels coups de pouce également pour ces projets. Voilà, globalement, l'idée c'est d'accompagner ces projets qui se sentent en confiance, c'est d'évacuer une part de risque également dans leur démarche et d'être en mesure de mesurer leur rentabilité et leur faisabilité commerciale. Beaucoup de personnes qui nous l'ont demandé et une personne avant même qu'on commence qui ne pouvait pas y participer ce soir. Tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, qui souhaitent lancer un projet, souhaitent développer leur projet. Comment toi, très concrètement, tu accompagnes les participants lorsque tu as une personne qui passe la porte de ton bureau pour un premier rendez-vous? Qu'est-ce que tu leur dis? Comment ça va se passer? Dans un premier temps, je les invite à une séance d'information collective parce que il y a énormément d'informations à transmettre. Et puis, il faut mettre un peu les gens à niveau. Donc, ça dure généralement une séance d'info d'environ 2 heures. C'est vraiment l'ABC du parcours de l'entrepreneur. On voit un petit peu quel va être le parcours futur, quels sont les outils, quelles sont les aides financières, que ce soit à Bruxelles ou en région wallonne. Donc là, il y a des outils qui sont légèrement différents d'une région à l'autre. Et puis, si la personne adhère à la proposition qu'on lui fait, eh bien, on lui donne rendez-vous à travers un certain nombre d'entretiens individuels.
Et donc, ces entretiens individuels se font avec un des coachs. Donc, il y a environ 5 coachs à Bruxelles, 5 coachs en Wallonie. Coachs qui vont progressivement aider le porteur de projet à élaborer son projet en fonction de son rythme, en fonction de ses besoins. Donc, parfois, les demandes des porteurs sont de nature différente. Certains sont déjà très expérimentés en matière de réflexion financière, d'autres pas du tout, d'autres c'est plus l'étude de marché qui est importante pour eux. Donc, on va les aider, on va les outiller au travers de leurs différentes étapes. Donc, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et d'une région à l'autre, d'un secteur, de la nature de leur activité. De manière générale, on est généraliste. On propose nos services à tout le monde, qu'il y ait durabilité ou pas. Mais on est quand même sensible à ça et nos coachs ont une forme de compréhension des enjeux. Donc, si vous avez un projet de nature durable ou ici, en l'occurrence, en alimentation durable ou en agriculture durable, on a des coachs qui sont justement encore plus sensibles à ce genre d'éléments. Ils sont généralement au quotidien, dans leur vie privée ou associative, eux-mêmes investis et engagés dans différentes causes, différents combats. Donc, on va faire un petit peu en fonction de la nature des projets qui se présentent à nous, vers quel coach on renvoie le dossier. Mais de manière générale, on sent qu'il y a une chouette adéquation humaine entre les coachs et les porteurs de projets, ce qui fait que en termes d'accomplissement, on est plus ou moins à une création tous les 3 accompagnements, ce qui est pas mal en soi en termes de suivi, parce que voilà, il y a toujours des gens qui s'arrêtent en cours de route, on ne trouve pas forcément le local de ses rêves, on se réoriente parfois vers un emploi salarié, etc., etc. Ou bien nous-mêmes, on doit parfois faire un peu de démotivation positive quand les porteurs de projet n'ont pas toujours les compétences suffisantes. Et du coup, en parlant de personnes, Alexandre, est-ce qu'il y a un profil type de porteur de projet du coup que tu accompagnes? Alors, je parlais d'hommes et de femmes en introduction chez Mimosa, mais au-delà de ça, et dont ça, qu'est-ce que tu vois comme tendance? J'ai déjà balayé la question du genre pour dire qu'effectivement, alors je pense qu'il y a vraiment parité, mais il y a peut-être un tout petit peu plus d'entrepreneuriat au féminin et c'est sûrement une tendance grandissante. J'avais été interviewé sur le sujet il y a 2-3 ans et je me rappelle de mes propos, donc je suis fidèle à ce que je disais à l'époque, c'est que c'est relativement similaire. Par contre, les plus belles success stories que j'ai rencontrées ces dernières années, elles sont vraiment de l'ordre de l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi? Peut-être des questions de sensibilité et surtout probablement des questions de valeurs un peu plus fortes. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut amener cela plutôt de l'ordre au féminin et ça ne se vérifie pas toujours. Voilà, ce n'est pas une tendance complètement claire et je ne vais pas en faire comment vais-je dire, une démonstration scientifique, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut constater. Alors, de manière générale, indépendamment du genre, la question des valeurs est de plus en plus présente. Alors, il y a une dizaine d'années, lorsque je donnais une séance d'information ou une formation, j'avais devant moi typiquement une vingtaine de personnes, parmi lesquelles il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui portaient des valeurs de durabilité. Et aujourd'hui, je dirais c'est clairement l'inverse. C'est sur 20 personnes candidates à l'entrepreneuriat, il n'y en a plus qu'1 ou 2 qui ne portent pas forcément des valeurs fortes, engagées, militantes. Moi, je trouve que c'est une tendance vraiment intéressante. On a eu une très, très grande vague de l'alimentation durable depuis, je dirais, c'est arrivé dans les années 2014-2015. Cette vague n'est pas terminée, elle se poursuit encore. C'est vrai qu'on a eu un grand rush. Maintenant, on a de plus en plus de projets aussi de nature non alimentaire, mais c'est quand même l'alimentaire qui garde, je dirais, le leadership dans les projets qu'on accompagne. C'est de l'ORECA alternatif, c'est du circuit court, c'est beaucoup de maraîchers, beaucoup de transformateurs aussi. J'ai accompagné beaucoup de brasseries, beaucoup de conserveries, de transformation de légumes. C'est des tendances qui se vérifient quand même pas mal ces derniers temps. Et est-ce qu'il y a certains projets aujourd'hui dont tu es à la recherche? Est-ce que tu sens qu'il y a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas forcément couverts et des projets que tu souhaiterais voir demain chez toi? J'aurais bien voulu préparer un peu cette question.
Oui, parfois ça me vient spontanément et ici, je n'ai pas vraiment ça en tête. Euh, on est parfois surpris aussi, hein. Bon, je ne vais peut-être pas citer, mais j'avais une séance d'information cet après-midi et j'ai vu émerger de nouveaux projets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Donc, les nouvelles tendances, c'est sûr, il y en a pas mal. Moi, ce que je dirais, c'est je pense que l'alimentation durable, elle doit aussi venir se greffer là où on ne l'attend pas. C'est sûr que dans l'ORECA, dans la production, maintenant, elle est clairement identifiée et elle est couramment rencontrée. Par contre, dans certains petits segments, encore dans certaines ventes en ligne, dans, je dirais, peut-être tout ce qui peut être vente de nuit, dans les night shops, dans des épiceries de quartier, peut-être se répartir davantage dans l'espace au moyen de davantage d'offres de vente au détail. Oui, je pense qu'il y a encore pas mal de parts de marché pour l'alimentation durable et l'agriculture durable à aller chercher en se diversifiant et en s'étendant dans l'espace là où peut-être pas des lieux évidents auparavant, on cherchait des lieux très denses, des communes, des municipalités assez engagées où on savait qu'il y avait un certain pouvoir d'achat. Maintenant, on voit qu'on arrive dans des localités parfois un peu moins évidentes. En tout cas, on n'aurait pas parié sur ces localités il y a une dizaine d'années. Maintenant, oui, on voit des quartiers, que ce soit à Bruxelles ou dans des zones plus rurales en Wallonie, même des villages qui voient heureusement arriver sur leur sol, dans leur quartier, des épiceries en circuit court, des magasins bio, vrac, zéro déchet. C'est de plus en plus courant, pas seulement dans les chefs-lieux, mais aussi dans les villages secondaires de ces communes. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil clé que tu donnes par habitude et par expérience aux entrepreneurs que tu accompagnes? J'en donne beaucoup. Ça va dépendre un peu de la circonstance. Ton top 3. Mon top 3, je dirais c'est des projets qui font corps avec vous. Donc, c'est des projets qui vous animent. C'est vraiment que ce soit le prolongement de vous-même, le prolongement de vos passions. En fait, on a cette chance, à travers l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir s'autodéterminer et se projeter dans l'avenir en disant ben, je m'accomplis à travers un projet, j'en fais mon métier, je suis le seul maître à bord, quoique la clientèle a ses exigences aussi et fait en sorte qu'on va devoir s'adapter. Mais globalement, ça, je crois que c'est le chouette bienfait de l'entrepreneuriat, c'est de s'autodéterminer et surtout de faire avec des moteurs chouettes, forts, qui sont portés par nos valeurs. Ce que je pourrais dire aussi, c'est comme conseil, c'est de bien s'entourer, c'est d'avoir différents partenaires autour de soi, aussi bien des coachs comme vous et nous, hein, comme Mimosa ou Groupe One ou plein d'autres. Ça peut être des associations autour de soi, des syndicats agricoles, ça peut être certaines structures publiques ou parapubliques autour de soi, bien sûr un entourage familial et de proximité, ce sont des éléments importants, aussi bien pour se sentir bien dans son job, bien dans sa famille, bien dans comment vais-je dire, dans son entourage, de manière générale, mais aussi parce que tout cet entourage partenarial vous offre des clés, vous offre parfois des opportunités de réfléchir, de prendre du recul par rapport à votre projet et surtout, au bout d'un moment, ça vous donne des opportunités commerciales, ça vous réfère vers des clients, vers des fournisseurs, etc. etc. Là, je pense que c'est vraiment bien. 2 ou 3 tuyaux, c'est déjà pas mal dedans. Sinon, oui, peut-être une dernière chose. Je pense que maintenant, on a une certaine maturité dans l'accompagnement des projets en Belgique francophone. Quand j'ai démarré il y a une quinzaine d'années, il y avait très peu de structures, très peu d'aide. Donc, les gens lançaient leurs projets sans même l'avoir préparé. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément primordial. C'est de prendre le temps de cette petite phase préparatoire qui va durer 2, 3, 4 mois. Une phase préparatoire qui va permettre vraiment de maturer le projet et d'explorer des idées un peu plus novatrices que celles qu'on a au départ. Donc, nous, on aime bien faire ça chez Group One, c'est de basculer un peu le projet dans tous les sens pour dire, allez, c'est bien ce que tu me proposes là comme business model, mais est-ce qu'on ne peut pas entrevoir des paradigmes différents, des nouvelles façons de travailler, intégrer encore davantage de durabilité. Tiens, j'irais bien chercher un petit peu dans un objectif de développement durable l'aspect nord-sud aussi qu'on a oublié, les questions de genre, on en parlait tout à l'heure. Donc moi je trouve que c'est intéressant de
d'enrichir son projet durant la phase préparatoire, aussi par la suite, mais c'est vrai qu'après, on a la tête dans le guidon, c'est parfois un peu moins évident d'ajouter des dimensions supplémentaires dans son projet. Ok, merci, merci Alexandre. Je retiendrai surtout la notion de durabilité que tu associes beaucoup à la résilience finalement du projet, et résilience économique aussi du projet. J'ai une question d'une participante, Audrey, qui te demande s'il y a des critères contraignants ou pas de ton côté pour accepter ou pas d'accompagner un projet. Non, pas vraiment. Non, non, absolument pas. C'est vrai que ça ouvre la porte à une autre question par rapport à nos services. C'est qu'on va être, je vais dire, jusqu'à preuve du contraire, 100% gratuit par rapport aux demandeurs d'emploi, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Par contre, pour ceux qui sont déjà salariés et indépendants, ça, ce sera à l'étude. Aujourd'hui, heureusement, on est agréé au chèque entreprise et donc on peut proposer nos services en pré-création grâce à l'indemnisation que les porteurs de projet reçoivent via les chèques entreprises. Ça revient plus ou moins, non, pas plus ou moins, ça revient clairement à 18 € de l'heure, ce qui n'est pas encore trop élevé en termes de coût pour quelqu'un, surtout si derrière, on lui prépare un beau crowdfunding et que l'enjeu, enfin en tout cas l'engagement qu'on a par rapport à cela lorsqu'on aide un porteur de projet à préparer sa campagne de crowdfunding, c'est de lui permettre au moins 20 à 25% de gains en plus que s'il l'avait préparé en solo, parce qu'on va élargir son réseau, parce qu'on va relire sa partie rédactionnelle, on va mieux réfléchir à ses contreparties, on va faire un plan de communication avec cette personne. Donc, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans le cadre de sa campagne de crowdfunding. Donc, finalement, les 18 € de l'heure pour 5-10 heures d'accompagnement, que sais-je, elles sont vite ravalées par le gain que peut procurer une belle campagne bien réussie. Merci Alexandre, ça me fait penser à une dernière question. On nous pose beaucoup la question chez Mimosa du temps que prend par exemple notre accompagnement en amont du lancement d'une collecte. Alors ça dépend beaucoup souvent de l'implication et du temps qu'a y consacrer la personne, le porteur de projet, la porteuse de projet. De ton côté, tu arrives plutôt en amont et au départ des projets sur un accompagnement en coaching, en entrepreneuriat. Combien de temps, souvent, en moyenne, tu accompagnes des porteurs de projets? En moyenne, entre 2 mois, donc 3-4 rendez-vous et 6 à 9 mois quand c'est des projets un peu plus complexes. Parce que j'ai eu ce cas-là récemment, je ne vais pas le citer ici, mais j'ai un projet qui est un peu novateur. Aussi en alimentation durable, j'ai là une nouvelle formule de distribution. Et là, effectivement, je l'ai compté, on a une dizaine de rendez-vous. Et il y en a sûrement encore 2 ou 3 prévus dans le futur. Voilà. C'est très, très variable en fonction, d'une part, de la nature du projet, d'autre part, de la capacité entrepreneuriale du porteur de projet. Si la personne est capable de rédiger relativement bien et déjà un tout petit peu familiarisée aux outils Excel, au tableur et aux outils Office en général, PowerPoint, etc., ça peut aller très, très vite. Ici, moi, je dirais, le dernier projet que j'ai accompagné, c'était en 4 rendez-vous. Ils étaient prêts à se lancer. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci pour la réponse précise et qui apporte du concret aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Je prends une dernière question avant de t'interroger, Vincent. Pour Alexandre, quelles sont les chances pour un étudiant de lancer un projet? Est-ce que tu as beaucoup d'étudiants qui viennent te voir pour lancer un projet à l'issue de leurs études? À l'issue, oui. Ça, j'en ai eu beaucoup. Par contre, encore étudiant, j'en ai eu peu. J'ai eu justement récemment une maraîchère qui s'est lancée avec sa sœur et qui n'avait pas encore terminé ses études. Par contre, là, ce serait la question à poser à 2 de mes collègues qui, eux, font de l'entrepreneuriat au sein des écoles supérieures. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler vraiment en bonne connaissance de cause, mais je sais en tout cas que c'est possible. Il y a des aides pour ça. Et c'est je dirais, à l'issue des études, c'est de plus en plus courant. Et on a vraiment des chouettes résultats d'entrepreneuriat, d'autant que maintenant, que ce soit en secondaire, en tout cas à partir de la 4e ou 5e secondaire, ainsi qu'en école supérieure, il y a de plus en plus de programmation prévue afin de stimuler l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc moi, je pense que c'est tout à fait pertinent à partir du moment où, de nouveau, la personne, l'étudiant
a, a pu passer les différentes étapes préparatoires, qu'elle a pu faire valider son projet quand même par un coach, qu'elle a un entourage propice à cela, qu'elle se sent en confiance, moi je dis absolument pourquoi pas. Et bien sûr, il y a la notion de risque qu'il va falloir étudier, analyser et réduire au maximum. Ça, c'est aussi un des rôles des différents coachs, c'est de pouvoir rassurer face au risque, parce que souvent, et c'est un peu culturel chez nous en Wallonie, c'est que on fait d'abord miroiter ou pas vraiment miroiter, mais plutôt on alerte d'abord les gens sur le risque de l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas vraiment une culture entrepreneuriale en Wallonie. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, une étude européenne nous classait antépénultième, donc en tout cas la Belgique, avant-dernière, antépénultième du classement européen en matière d'esprit d'entreprendre. La Belgique, mais quid de la Wallonie, hein, la Flandre est certainement bien avant dans le classement et nous, les Wallons, on dégringole encore un petit peu parce que voilà, on a souvent eu le discours de nos parents qui nous refroidissaient par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, il y a des raisons à cela, elles sont culturelles. Il y a aussi des raisons directes, c'est que voilà, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, on doit être préparé, on doit anticiper les risques. Donc, ça, c'est le rôle vraiment du coach, au travers d'un plan financier, au travers d'une étude de marché, c'est de sécuriser le projet. C'est que ce soit un étudiant ou un porteur de projet adulte, quel qu'il soit, eh bien, nous, on veut que la personne elle se lance en pleine connaissance de cause. Quelle est la mesure de son risque? Le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais quelle est cette mesure de risque et quelle est aussi la mesure de ses opportunités? Parce qu'on parle de risque, mais sincèrement, et là, ce n'est pas du tout vendre le secteur de l'entrepreneuriat que je vais faire là, mais c'est bien souvent les résultats entrepreneuriaux sont supérieurs aux hypothèses qu'on avait émises dans le plan financier. C'est quand même chouette à aborder. Alors, ce n'est pas le cas toujours, il y aura toujours des exemples contraires, j'en suis persuadé, et probablement que dans le chat sur le côté, on va me trucider en me disant c'est pas le cas, je connais 8 exemples de commerces pour qui ça ne s'est pas bien passé, c'est certainement vrai. Mais voilà, moi pour l'instant, ce que je constate, et a fortiori en alimentation durable, en tout cas ou en entrepreneuriat durable, c'est que les résultats sont bien meilleurs que la moyenne en termes de débouchés, en rentabilité et diminution des risques. Merci Alexandre. S'il y a d'autres questions, je pourrais les reposer à la fin, donc n'hésitez pas. Mais je vais donner la parole à Vincent. Vincent Sépulte, merci de nous avoir rejoints. On a beaucoup parlé alimentation du coup avec Alexandre. Je souhaitais ta présence pour faire le lien avec le monde agricole, puisque c'est ce que tu fais au quotidien. Et j'aimerais commencer par une petite question. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots l'activité d'accueil champêtre en Wallonie? Voilà, bonjour à tous. Désolé de mon petit retard, mais bon voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, Accueil Champêtre en Wallonie, oui, je suis président de cette association depuis maintenant près de 9 ans. Et on est dans l'accompagnement de projets depuis, à mon avis, près de 30 ans à peu près. Donc, ça date. On voit une grosse évolution au niveau du secteur agricole ces dernières années où tout le monde se remet un peu en question par rapport à l'agriculture traditionnelle et à sa vocation un peu contraint et forcé par le système vers l'exportation. Là, on sent que les gens se recentrent un petit peu vers le marché intérieur, vers une différenciation au niveau de la production, avec de la haute valeur ajoutée derrière. Donc, il y a une vraie évolution dans les mentalités. Alors, Accueil Champêtre, on est là pour accompagner les demandeurs qui ont en tête un projet d'accueil, principalement à la ferme, ou de transformation à la ferme. Alors l'accueil à la ferme, ça a plusieurs formes chez nous. C'est soit sous forme d'hébergement, donc là, historiquement, c'est pour valoriser le patrimoine immobilier des fermes qui ont évolué dans le temps. Elles ont dû bâtir de nouveaux bâtiments parce que les anciens n'étaient plus très fonctionnels. Étant vide, ils se sont dit pourquoi pas en faire des logements, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà, on est parti dans les gîtes, les chambres d'hôtes. Ça a eu un succès phénoménal et ça a même complètement inversé
le potentiel d'accueil au niveau wallon, puisque les hôtels ont malheureusement périclité, ne se sont pas remis en question, n'ont pas réinvesti, et les gîtes ont pris leur place en réalité, et ça c'est devenu une vraie activité économique pour la Wallonie et aussi évidemment pour le secteur agricole qui a pris sa place. L'accueil, ça peut aussi représenter, je vais essayer d'aller vite, ça peut aussi représenter l'accueil d'enfants, parce que nous considérons que c'est un consommateur aussi, c'est le consommateur de demain. Il faut pouvoir l'éduquer correctement, lui faire comprendre d'où vient la nourriture qu'il consomme tous les jours, comment est-ce qu'on la fabrique, lui faire participer à des petits ateliers de fabrication de la nourriture, que ce soit des petits ateliers beurre, farine, glace, que sais-je. Et donc ça, c'est important, c'est la pédagogie même. Donc l'apprentissage est une phase importante pour l'éveil au monde agricole. On y tient beaucoup. Maintenant, on a un réseau de 58 fermes qui accueillent environ, avec les stages et anniversaires, ça représente plus ou moins 140 000 enfants par an, quoi. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, au niveau d'autres types d'accueil, on a dernièrement développé l'accueil social à la ferme. Donc là, ce sont des accueils pour des personnes fragilisées. Et, on essaye de faire du matching entre des besoins d'un institut spécialisé, que ce soit des stagiaires avec un handicap moteur, mental, bon, voilà, il y en a de tout type, vers un agriculteur qui est en capacité ou qui est prêt à accueillir un jour, 2 jours, ce type de public. Ça permet d'échanger avec ce type de stagiaires, de personnes, pardon. Ce sont des valeurs humaines qui s'échangent, ce sont des petites avancées pour des personnes handicapées. Ça ne paraît pas grand-chose, mais le contact avec les animaux, ça fait évoluer énormément ces personnes et c'est important. Donc voilà, c'est aussi du lien social, je vais dire, entre le monde agricole et le monde de la santé et du social. Autre type d'accueil, ce sont évidemment dans les magasins à la ferme. Alors là, il faut répondre à l'évolution de la société qui veut de plus en plus consommer local. Les petits commerces en ruralité sont en train de se redéployer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on essaye de structurer évidemment l'offre, puisque bon, au départ, les gens se spécialisaient dans une transformation et ne vendaient que ça à la ferme. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour encourager le client à venir jusque chez eux. Donc, il a fallu étendre la gamme de produits vendus en ruralité dans ces petits points de vente. Donc, tout ça se structure. Il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment avec des outils qui permettraient de transformer, de mutualiser un petit peu les coûts, mais ça, on pourra peut-être y revenir plus tard. La transformation, ça demande aussi des compétences au niveau hygiène. Donc là, on fait partie de la plateforme Diversiferme qui accompagne les agriculteurs dans toute cette démarche, mais aussi les artisans, pas que les agriculteurs. Donc il y a 3 pôles. Nous, à Accueil Champagne, nous représentons le pôle économique pour faire tous les plans d'affaires, le business plan. Il y a le pôle hygiénique pour tout ce qui concerne les critères, les normes AFSCA, et le pôle techno pour faire évoluer. Là, c'est le pôle techno plutôt pour le lait et pour le maraîchage. Enfin, il y a un appui technique pour le maraîchage. Voilà, ça c'est vraiment ce qui nous aide à accompagner les demandeurs. Au niveau de, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, les loisirs. Les loisirs, chez nous, c'est un pôle aussi. En fait, ça vient en complément des grosses infrastructures, hein, Walibi, Perry, Aïsa et compagnie. Nous, on a des toutes petites, des micro-structures de loisirs. Ce sont les golfs champêtres, les acropranches, les sentiers pieds nus. Voilà, ça, ce sont nos petits outils touristiques de loisirs. Qu'est-ce que j'ai oublié, moi? Je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'accueil. On est en train de développer maintenant encore les campings, les aires d'accueil pour motorhomes. C'est une grosse tendance aussi. Les gens évoluent dans leur mode je veux dire, de consommation touristique. Donc, on essaye de coller un petit peu à l'évolution du marché. Donc, voilà, on essaye de développer un cadre qui permette d'accueillir de façon correcte tous ces nouveaux clients. Alors, ça, c'est vraiment pour présenter un peu tous les axes. Mais notre rôle, principalement, c'est un peu comme Groupe One vient de le présenter, c'est d'écouter d'abord, structurer,
voir le potentiel du demandeur, voir s'il n'est pas trop ambitieux, est-ce qu'il a les moyens financiers d'assumer, est-ce qu'il est capable de suivre son projet au niveau administratif, est-ce qu'il est un bon communicant. Donc nous, on apporte chaque fois des conseils à ce niveau-là. On fait aussi la promotion de tous ces gens qui sont chez nous, au travers de différents réseaux pédagogiques, hébergements, etc. Et nous les représentons aussi auprès des instances publiques. Donc, quand il s'agit de faire évoluer la législation, si elle n'est pas applicable sur le terrain ou si un secteur qui est émergent ne trouve pas son cadre juridique, eh bien, on fait des propositions, on envoie des notes auprès des administrations qui les adaptent suivant la législation en place ou font des propositions auprès des instances politiques pour les faire valider au niveau du gouvernement wallon. Voilà un petit peu la façon dont on travaille au niveau d'Accueil Champêtre. Merci Vincent. Effectivement, on a souhaité avoir ton témoignage puisque au-delà des projets de transition agricole qu'on accompagne sur Mimosa, on est amené à accompagner énormément de projets de diversification économique finalement des exploitants, que ce soit effectivement accueil à la ferme, vente à la ferme, transformation à la ferme que tu as mentionné, et même des projets de production d'énergie, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a près d'un agriculteur sur deux, finalement, qui exerce un autre métier que le premier métier de la production agricole, ce qui est un chiffre qui est assez intéressant et qui montre la capacité aussi d'entrepreneuriat qui existe dans le monde agricole. Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience un petit peu sur la capacité de ces projets à recréer du lien social pour l'agriculteur et pour le grand public et à lui permettre d'avoir une activité plus résiliente d'un point de vue économique. Est-ce que les personnes qui se lancent dans un projet de diversification que toi, tu as l'habitude d'accompagner, est-ce que économiquement, ça se ressent ensuite sur leur activité? Clairement, je pense que la plupart des demandeurs au niveau agricole, du secteur agricole en tout cas, qui font appel à nos services, c'est suite à une crise, qu'elle soit de filières traditionnelles, lait, viande et autres, là où il y a une vraie remise en question. Et suite à cette réorientation d'entreprise au travers d'une diversification, du développement d'une diversification, on voit que la santé financière est nettement meilleure. Alors la santé financière, c'est une chose, mais l'état d'esprit est changé également. Ça veut dire qu'on sent vraiment que les gens s'ouvrent vers le monde extérieur. On a trop tendance, maintenant ça change quand même beaucoup. Je vous assure que depuis 5 ans, il y a une vraie grosse évolution au niveau du secteur agricole, mais précédemment, les gens se refermaient sur eux-mêmes, ils se renfermaient, le moral n'était pas bon, ils ne s'ouvraient pas aux autres. Et puis à force, quand vous êtes face au mur, à un moment donné, il faut bouger, quoi. Sinon, on disparaît. Bon, certains disparaissent malheureusement, en tout cas arrêtent leur activité, mais ceux qui ont décidé de vraiment se prendre en main avec un accompagnement qu'on leur propose ou d'autres qui proposent de l'accompagnement, et que l'activité fonctionne, je vous assure que le regard, il est totalement changé. Donc là, c'est un vrai motif d'espoir pour le monde agricole. C'est un vrai motif d'espoir aussi pour l'évolution en ruralité. Je pense que la ruralité, les villes, c'est une chose, c'est bien. Il faut y penser, il faut essayer d'avoir une grande connexion entre la campagne et les villes, c'est vrai. Mais la ruralité, je pense qu'il ne faut pas la négliger. Je pense qu'elle doit être vivante, elle doit être économiquement viable, elle doit avoir des perspectives de développement au même titre que les autres territoires. Je pense que le secteur agricole en a pris conscience en réalité au travers des différentes crises. Je pense que la dernière qu'on vit encore à l'instant, c'est révélateur. Les gens, alors c'était ponctuel, d'accord. Je sais que ça a été un rush sur les points de vente au début du Covid et puis après, mais tout de même, ça a remis une valeur non seulement économique, mais aussi humaine vis-à-vis des agriculteurs. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que l'économique. C'est important, évidemment, l'économique, sans ça, ça ne peut pas survivre. Mais moi, je vois que à ce niveau-là, on a une vraie prise de conscience et il faut vraiment profiter de cette crise, entre guillemets. Ne prenez pas mal ce que je dis,
mais il faut toujours profiter d'une crise. C'est comme ça, c'est la vie, ça a toujours été comme ça, pour évoluer, pour faire évoluer les mentalités. Ici, je pense qu'on vient de pousser un petit coup d'accélérateur, là encore, pour titiller encore le monde agricole à s'adapter, à correspondre à la demande et essayer de trouver des solutions qui soient efficaces en termes de moyens de vente, de logistique. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, ça c'est clair. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Je prendrai des questions pareilles s'il y en a qui te sont adressées. Et on a Pierre qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Pierre. Après les témoignages qu'on a eus du coup de Alexandre et de Vincent, hein, qui, vous l'avez compris, font tous les deux partie de structures qui peuvent accompagner la structuration de vos projets, qu'ils soient d'ordre agricole ou plus liés à l'alimentation. On voulait donner la parole à un porteur de projet, alors qui a un peu de recul sur son activité, pas sur sa collecte de financement participatif puisqu'elle est en cours sur Mimosa. Et on vous mettra le lien pour vous inviter à découvrir son projet. Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots peut-être, à la fois te présenter toi, ton parcours et puis ton projet? Oui. D'abord, vous m'entendez bien parce que je suis dehors et il y a des bruits de voiture, c'est pas gênant? On t'entend super bien. Ok, ça va, parfait. Donc moi, c'est Pierre, j'ai 25 ans, bientôt 26, et je suis boulanger, mais je n'ai pas du tout fait cette formation. Donc j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait HEC à Liège. Mais je savais, parce que depuis tout petit, je suis passionné de pâtisserie, je savais qu'un jour, j'ouvrirais ma propre boulangerie. Sauf que malheur de ma vie, il y a environ 4 ans, j'ai appris que j'avais la maladie cœliaque, donc que j'étais allergique au gluten. Donc moi qui adorais cuisiner et tout ça, tous mes rêves se sont effondrés. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai adapté toutes mes recettes et du coup, j'ai continué à pâtisser et je me suis mis à faire du pain. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient dans mon cas et qu'il y avait rien sur le marché où ceux qui existaient étaient vraiment dégueulasses, industriels, bourrés d'additifs, ça goûtait le carton. Bref, ça me plaisait pas du tout et je savais que ça plaisait pas aux autres intolérants et allergiques dans mon cas. Et donc, je me suis dit, là, il manque un artisan. Et l'artisan, c'est moi. Et du coup, j'ai commencé à faire de la pub via les réseaux sociaux pour mes produits. Et finalement, j'ai rencontré 2 super boulangers artisans qui travaillaient 3 jours semaine. Et du coup, leur atelier était libre le reste du temps. Donc, ils m'ont proposé de venir faire des tests de cuisson chez eux. Et ici, ça fait 1 an et demi que je suis chez eux et j'ai commencé à commercialiser mes produits. Et que j'ai une super clientèle hyper fidèle qui me suit depuis longtemps. Et donc, ici, j'ai décidé de faire le grand saut. Donc, c'est pour ça, entre autres, que j'ai lancé ma campagne de crowdfunding. C'est pour financer mon propre atelier parce que du coup, je vais m'installer seul parce que mes commandes n'arrêtent pas d'augmenter. Et au niveau de la contamination du gluten, vu que je suis dans un atelier où il y a du gluten et moi, je ne peux pas du tout en utiliser, c'est très contraignant, beaucoup de lavage et de nettoyage. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, ici, c'est pour déjà le 1er octobre qui coïncide avec la fin de ma collecte. Donc voilà. Merci Pierre. Et du coup, pour financer ton projet, à date, c'est uniquement la collecte de financement participatif. Est-ce que tu avais un peu de fonds de ton côté? Quelles sont les prochaines étapes du financement? Oui, alors depuis le début, je n'avais jamais emprunté d'argent. Donc j'ai toujours fait avec l'argent que je récoltais via mes ventes. Et ici, bon, j'ai eu un investissement conséquent qui est le four et la chambre froide, c'était 50 000 €. Et du coup, là, j'ai fait un emprunt pour les deux auprès d'une banque traditionnelle parce que voilà, c'était le plus rapide et le plus simple. Et donc, le reste est financé, une autre partie donc, par le crowdfunding pour une grosse partie des machines et le reste fonds propres. Ouais. Ok. Et pourquoi tu as choisi de passer par le financement participatif? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Alors, Ouais. la campagne n'est pas forcément terminée, mais peut-être pour décrire un petit peu aux personnes qui nous écoutent ce que ça a été de la construire, de la lancer et commencer de la vivre de l'intérieur.
Mhm. Alors pour moi, la raison principale pour laquelle j'ai décidé de faire ça, ça me trottait en tête depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, pourquoi est-ce que tu fais pas un crowdfunding ?» qui étaient déjà hyper motivés à participer. Donc déjà, ça m'avait motivé. Mais la raison principale, c'était un gros coup de pub avant de me lancer dans mon nouvel atelier. Parce que ici, je faisais pas du tout de pub parce que j'étais au max de mes capacités. J'étais arrivé vraiment dans l'autre atelier, je pouvais plus pas faire plus en fait. Et donc, j'ai pas eu besoin de faire de publicité. Et ici, ça a été mon premier gros coup de pub avec des dizaines de milliers de personnes qui ont vu les vidéos, qui ont partagé et tout ça. Donc ça, c'était la raison principale. Et après, ben, évidemment, c'était une super occasion aussi pour faire tester des nouveaux produits parce que j'ai fait des packs avec les produits que je propose habituellement, mais j'en ai profité pour lancer les soirées pizza et les brunchs, des choses que je ne faisais pas et que je ferai au printemps prochain. Et je me suis dit comme ça, ben, il y aura des premiers testeurs pour ces nouveaux produits et ces nouvelles formules. Les gens ont été super emballés parce que j'ai dû 3 fois augmenter le nombre de contreparties parce qu'elle partait super vite. Donc voilà. Super. Est-ce qu'il y a des conseils en particulier que tu donnerais à des personnes qui nous écoutent, à qui j'ai l'impression que tu donnes pas mal d'énergie vu les quelques témoignages qu'on a en parallèle et qui souhaiteraient lancer leur projet? Euh, alors, Je te ferai soyez sauter le pas un peu comme tu l'as fait. pardon pour sauter le pas. Alors, croyez en vous, soyez passionnés. Vraiment, faites si ce que vous faites. Vous aimez faire ce que vous faites et que vous levez tous les matins et que vous êtes motivé, alors déjà, ça, c'est le première chose super importante. Après, essayez de créer vraiment une communauté. C'est ce que j'ai fait au tout début, même avant de vendre les produits. En fait, j'ai créé une page Facebook où vraiment j'ai commencé à publier des photos et tout ça pour montrer mon univers et essayer d'avoir des gens qui comprenaient cet univers et qui avaient envie de se plonger dedans. Parce que ça, c'est beaucoup plus facile, évidemment, après, quand on lance la campagne, quand on a déjà des gens qui nous suivent. Euh, et après, faites une vidéo. Si vous faites un crowdfunding, faites une vidéo parce que on me l'avait vivement conseillé et j'ai bien fait de le faire et j'ai eu la chance d'avoir donc une première vidéo que j'ai fait moi-même qui était un peu bricolage. Si vous avez l'occasion de faire ça par des pros, parce que la deuxième a été faite par des pros, est 1000 fois mieux, faites-le. Euh, Même si ça coûte un peu d'argent, je vous conseille de le faire et de demander limite qu'il fasse une partie plus générale sur le projet et puis après une partie crowdfunding, comme ça vous pouvez la réutiliser après. Parce que ça, vraiment, c'est ce qui a eu le plus d'impact, à mon avis, sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais pas, plein d'autres Euh, choses. et du coup, moi, j'ai une autre question, puisque tu parles de partenaires, par exemple, pour réaliser une vidéo. Toi, tu rappelais les études que tu as faites, donc des études en école de commerce. Tu devais Ouais, maîtriser un certain nombre d'outils qui sont importants pour se lancer dans l'entrepreneuriat, un business plan, des ouais. études de cas, etc. Est-ce Mhm, que tu t'es fait accompagner par ailleurs par d'autres structures? Est-ce que tu as eu des besoins sur lesquels tu étais peut-être moins à l'aise pour mhm. lancer ton projet ou t'aurais aimé te faire accompagner? Comment ça Ouais. s'est passé? Ben, j'ai eu la chance de me faire suivre pour les premiers mois, pendant 1 an tout pile, en fait, vraiment au tout début du projet, par un incubateur d'entreprise, de start-up, vraiment pour les jeunes diplômés. Et du coup, eux m'ont vraiment, enfin, j'ai fait au tout début toutes les formations possibles, imaginables qu'ils organisaient. Bon, après, HEC, c'était un énorme bagage parce que tout ce qui est plan financier, business plan et tout ça, j'en avais déjà fait et j'en avais déjà fait sur une potentielle future boulangerie parce que je savais déjà à l'époque que je voulais faire ça. Donc, j'avais déjà des bons outils en main, mais ça m'a permis de vraiment avoir plus d'outils plus concrets parce que, voilà, aux études, on apprend des choses, mais dans le monde réel, c'est souvent différent. Donc, encore plus d'outils et réseauter aussi, faire des salons. Grâce à ça, j'ai pu tester mon premier produit et c'est grâce à ça que j'ai vraiment décidé de lancer la production. Donc, ça m'a permis de gagner beaucoup d'assurance aussi. Et ouais, donc ça m'a vraiment bien aidé. Super. Merci beaucoup, Pierre. Je vais te laisser même le mot de la fin, peut-être pour nous dire la suite du projet, les prochaines étapes
euh, qui sont devant toi? Alors, ça se concrétise vraiment, vraiment, parce qu'ici, lundi, on a reçu le gigafour à l'atelier. Aujourd'hui, c'est en train de faire les raccords d'eau. Les pétrins sont en place, prêts à être utilisés. Donc, semaine prochaine, c'est parti. On déménage tout et on démarre la production. Et donc voilà, c'est super. Grâce à Mimosa, j'ai déjà gagné plein de nouveaux clients, donc ça c'est super cool. Et bonne chance à tous ceux qui sont là et qui hésitent ou qui sont en train de lancer leur projet. Bon courage, tenez bon, c'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Faites-vous entourer de personnes positives qui vous tireront vers le haut. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Pierre, juste, je me permets de lire à haute voix les commentaires parce que je ne suis pas sûre que tu les vois. Mais Non, on je a les vois. Camille qui dit « Génial Pierre, j'adore ces éléments déclencheurs qui permettent de rebondir dans la vie. » Donc voilà, tu as vraiment généré de l'enthousiasme. On a un bravo Pierre aussi, donc voilà, de Donald. Donc Merci. je te le dis un petit peu à l'oral. Merci Camille de le rappeler effectivement. Merci à tous nos intervenants. Donc vous l'aurez compris, hein, au-delà de vous accompagner sur votre collecte de financement participatif chez Mimosa, on s'entoure aussi de partenaires, que ce soit des structures qui peuvent vous accompagner dans la concrétisation d'un projet entrepreneurial en agriculture, en alimentation. Donc Accueil Champêtre en Wallonie, merci Vincent, et Groupe One, merci Alexandre. On travaille donc sur cet appel à projet avec la banque Crélan. Et je vous invite à retrouver les conditions de l'appel à projet sur crélan.mimosa.com. On a cet appel à projet qui se termine à la fin du mois, mais on continuera à accompagner également d'autres projets. Voilà, merci beaucoup à tous et très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci.